Les amis, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour faire le débrief de Getafe Real Madrid, 33e journée de Liga, troisième victoire consécutive des hommes de Carlo Ancelotti en championnat et troisième succès d'affilée sur le même score, en l'occurrence 1-0. Pour faire ce débrief, je suis avec Victor Brochet. Comment est-ce que tu vas, Victor? Je sais que tu as été passablement agacé par l'arbitrage ce soir, mais est-ce que ça va quand même? Écoute, ça va très bien. Ouais, Pablo n'est pas là et finalement, je vais me transformer en Pablo ce soir et me plaindre de l'arbitrage. Alors, cette fois-ci, ça ne coûte pas des points au Real Madrid, mais qu'est-ce que c'est agaçant. Je l'ai déjà dit 20 000 fois sur cette chaîne, mais les fautes d'anti-jeu, ne jamais sanctionner. Tu rentres finalement dans un cercle vicieux où les joueurs de Retafe pensent pouvoir tout faire. Et le traitement sur Hendrick en première mi-temps, que Domingos Duarte finisse le match sans carton jaune. Waouh. Et avec une faute sifflée, oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il y a le penalty sur Rodrigo à la fin, pour moi, qui est évident à partir du moment où le joueur est devant le défenseur, n'a pas le droit de le toucher. À partir du moment où il y a un contact, il y a normalement penalty. Franchement, j'ai détesté l'arbitrage à cause de ces moments-là, d'anti-jeu et tout. Mais c'est pas le plus important de ce match, même si c'est peut-être l'un des plus gros points négatifs de cette rencontre. Effectivement, monsieur Sanchez au sifflet s'est fait complètement dépasser tout le match et effectivement que Domingos Duarte finisse la partie, c'est Ben qui nous le signalait en off, avec une seule faute signalée, alors que j'en ai comptabilisé au moins 4 ou 5 dans les premières 10 minutes, les amis. C'est Mais assez incroyable. et en plus, je ne doute pas une seule seconde que les arbitres préparent bien leur match. Tu sais que tu vas arbitrer Retafe dans le Coliseum. Tu sais très bien la façon dont aborde les rencontres cette équipe de Bordalas. Tu sais qu'ils vont envenimer la rencontre. Tu sais ils vont rentrer dans ce mini-jeu-là. Pourquoi tu les laisses faire? À quel moment tu es à 2 mètres? La faute sur Hendrick, là, il est à 2 mètres au moment où Domingos Duarte lui met l'épaule en pleine tête. Comment tu laisses ça jouer? C'est incompréhensible en fait parce que cet arbitrage assez laxiste dans certaines rencontres, allez, si vous voulez, pourquoi pas. Et encore, là encore une fois, avec le Real, ça ne va que dans un sens, puisque Tchouaméni, lors de la première intervention un peu musclée, il se fait sanctionner d'un carton jaune. Mais il faut. Alors qu'il Sur y avait Retafe, presque pas faute, hein, alors selon qu'il y a moi. presque pas faute, mais avec Retafe, tu le sais comment ça va se passer. Tu peux pas les laisser rentrer dans leur jeu. Tu leur fais gagner d'ores et déjà la bataille psychologique. Enfin, même Mayoral, lorsqu'il a un contact avec Tchouaméni, se permet de lui mettre une main dans le visage. Heureusement que le Français, il lui met une gifle, hein, Aurélien Tchouaméni, lorsque les deux ont un contact, s'effondrent au sol pour se relever. Et Mayoral et Tchouaméni, ça se chauffe un peu. Le Français ne réagit pas, et heureusement. C'est tout à son honneur. Mais voilà, on est tombé dans cette intox permanente et j'estime qu'un arbitre doit préparer sa rencontre. Tu le sais, c'est pas normal. Bref, refermons cette parenthèse arbitrage, mais c'est vrai Voilà. un match très haché, presque de l'anti-football pratiqué par les joueurs de José Bordalas. On est habitué, mais bon, quand on voit quand même une telle partition, on n'en est pas réjoui. On l'a dit, un match électrique. On va en parler peut-être en fin de vidéo. Il y a eu de la casse aussi côté Real Madrid avec Eduardo Camavinga et David Alaba qui sont sortis blessés. Mais j'avais envie d'aborder tout d'abord ce débrief avec l'angle Arda Güler. Tu l'as écrit dans tes notes, c'est déjà ton homme du match, c'est aussi mon homme du match. Rayonnant en première période, peut-être et sans doute même sa meilleure première mi-temps sous le maillot du Real Madrid. Positionné très bas sur le terrain, est-ce que c'est une innovation tactique de Carlo Ancelotti? Moi je le pense, ça peut se discuter. En tous les cas, il était positionné à la manière d'un Toni Kroos quand le Real avait le ballon. Ça a profité au merengue et cerise sur le gâteau. Il nous a même gratifié d'une splendide frappe de son mauvais pied, du droit, pour ouvrir le score. Et c'était le seul but de cette rencontre. Quelle est ta lecture, toi, du match d'Arda Güler ce soir? En fait, Arda Güler symbolise le bon choix tactique de Carlo Ancelotti pour cette rencontre. On l'a vu face à l'Athletic Club rebasculer sur son 4-4-2 en losange, profitant de l'absence de Kylian Mbappé. On avait déjà salué justement l'assise défensive retrouvée du Real Madrid, avec encore bien sûr des automatismes à travailler offensivement. Il a décidé, malgré les rotations en vue du match de ce week-end, de réitérer ce schéma tactique. Et en plus de ça, je trouve qu'il a encore plus poussé l'utilisation notamment des latéraux. Lucas Vazquez, Fran Garcia ont eu véritablement les couloirs de libre. Vinicius Junior a joué beaucoup plus axial dans le demi-espace gauche. On l'a très peu vu débouler sur son côté gauche et éliminer, même s'il a eu un gros taux de réussite en termes de dribble et de duel remporté, le Brésilien qui fait partie. C'est l'une de mes satisfactions de la rencontre, même si j'exprimerai une frustration quand même après.
Et au-delà de l'utilisation des latéraux, il a conservé donc ce schéma à 3 avec Arda Güler dans ce milieu à 3. On l'a réclamé plus d'une fois ici, que voilà, Arda Güler joue de manière plus axiale, peut-être un cran en dessous sur le terrain, chose qui était impossible en fait défensivement. Parce que tu avais Mbappé, Bellingham, Rodrigo, Vini qui faisaient pas assez bien les efforts, etc. Là, avec la composition d'équipe choisie et surtout entouré de Tchouaméni et Valverde, qui sont un peu, je vais vous donner un exemple qui m'est venu en tête durant la rencontre, les Gattuso, Seedorf d'Andrea Pirlo à l'époque du Milan d'Ancelotti, où il avait justement refait descendre d'un cran Andrea Pirlo en tant que meneur de jeu en retrait et mis des chiens de garde autour pour éviter à Andrea Pirlo les tâches défensives qui n'étaient pas son fort et qui pouvaient dicter le tempo. Alors attention, je dis pas qu'Arda Güler c'est Andrea Pirlo, mais dans l'idée, je pense, de Carlo Ancelotti, c'est ce qu'il a souhaité faire avec ce triangle au milieu de terrain. On a vu Chouameni très bon aujourd'hui, très solide, beaucoup de récupération, même quand il est redescendu d'un cran en défense centrale, il a eu une ou deux interventions très bien senties. Federico Valverde, un peu de déchets, mais malgré tout ça, toujours un peu de projection, un peu de récupération. Et donc, entouré de ces deux chiens de garde, là, Arda Güler a été, tu l'as dit, un véritable métronome en position reculée. Il a fait énormément de bien à ce Real Madrid, cerise sur le gâteau, là aussi un bon basso, parce qu'offensivement, il a une qualité de pied extraordinaire. Et donc, en final, ce système avec même des joueurs de rotation, il a réussi pour le coup, là Carlo, je lui tire un peu mon chapeau, à très bien articuler tout ça. Dommage que la deuxième mi-temps, c'est clairement de la gestion, elle est très mauvaise de la part du Real. Retafe a été très dangereux alors que enfin, durant la première mi-temps, Thibaut Courtois il joue en pantoufle. Asensio, à part deux trois interventions, il n'a pas eu grand-chose à faire. La deuxième mi-temps était bien moins maîtrisée, mais il y a eu des changements, de la gestion, la blessure de Kamavinga aussi en fin de match, Thibaut Courtois qui sauve les 3 points aussi, encore une fois décisif dans le temps additionnel. Donc voilà, mais la première mi-temps, j'ai trouvé très bien tactiquement, très bien senti. Il a enfin en fait pris le parti pris. Voilà, fini, tu me colles pas la ligne, tu me laisses Fran Garcia débouler pleine balle tout le temps à gauche, même si le défenseur espagnol a manqué cruellement de sang-froid, comme d'habitude dans le dernier tiers adverse. Mais oui, tactiquement, voilà. Et Arda Güler est la pièce maîtresse de cette métamorphose, en tout cas sur ce système-là. J'ai vu beaucoup de gens aussi dire, ah, est-ce que c'est pas la solution à nos problèmes en tant que créatif, etc. Le problème d'Arda Güler, c'est qu'il faut qu'il soit bien entouré et qu'aussi la première ligne défensive fasse un peu plus d'efforts, notamment Hendrik. Qui en a fait beaucoup. Brahim Diaz a énormément travaillé aussi défensivement. Et la preuve en est, Lucas Vasquez a fait un bon match. Parce que défensivement, le Real a plutôt été en maîtrise, notamment la première. Et en deuxième mi-temps, la majorité des dangers ne sont pas forcément passés par son côté. Donc oui, mais Arda Güler sans ses chiens de garde autour et avec les quatre fantastiques devant, c'est trop compliqué de jouer comme ça. Je suis ton avis et effectivement, c'est pour ça que, à mon sens, ça reste une expérimentation à voir si Carlo reconduit ça lors des prochaines rencontres. Ça sera certainement pas le cas lors de la finale de la Coupe du Roi, mais je pense que sans la blessure de David Alaba, le technicien italien aurait peut-être commencé la seconde période de la même manière que la première période et donc son équipe n'aurait pas été d'une certaine manière désorganisée, etc. Là, c'est le fait que David Alaba soit sur la touche, donc il est obligé de faire redescendre d'un cran Aurélien Tchouaméni, de faire rentrer Eduardo Camavinga, et donc son équipe Ça déséquilibre un peu. joue d'une autre façon. Mais pour revenir sur le cas d'Aguilera, c'est vraiment, moi, ce soir, il m'a étonné, que ça soit par ses dribbles, par sa capacité de percussion, par sa capacité de distribution. Je ne le connaissais pas comme ça, une âme de quarterback presque, à la Tony Kroos quelque part, même si on va garder les proportions. Donc match grandement réussi de la part du Turc, qui effectivement a gagné beaucoup de points ce soir. En revanche, j'ai vu dans tes notes que tu avais assez mal noté Monsieur Hendrick. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? J'ai pas forcément la même lecture de son match, mais je l'expliquerai après ton argumentaire. Non, en fait, quand on fait les notes, il y a aussi une sorte de hiérarchisation des Mhm. performances. Je trouve pas qu'Hendrick a fait un match horrible. Je trouve que ça a été offensivement celui qui a été le moins pertinent avec ballon, parce que j'ai trouvé plusieurs fois qu'il a malheureusement était fébrile techniquement. Il a eu une ou deux remises bien senties, notamment avec Arda Güler. Son jeu sans ballon, j'ai apprécié, sa disponibilité, ses appels. Par contre, il doit mettre un but pour moi. Et aussi, il a des gros passages à vide dans une rencontre. Il y a des moments où Hendrick disparaît, littéralement. C'est-à-dire que c'est une boule d'énergie où il va vraiment crever l'écran.
durant 5, 10 minutes. Mais si vous êtes vraiment, vous observez la physionomie du match, il a encore trop longtemps des passages à vide. Je comprends pas comment un joueur avec autant d'énergie, etc., pendant 10, 15, 20 minutes, tu le vois pas sur le terrain. Ça m'a un peu surpris. Après, il joue aussi avec, il le sait, à la 60e minute, il va être remplacé. C'est jamais simple pour un joueur d'aborder ce genre de match dans ces conditions. Par exemple, Rafinha l'année dernière avec Xavi savait qu'à la 60e il allait sortir. Il a vécu un enfer. Cette année, tout a été rebattu avec Hansi Flick. Ça devient, pour certains, le meilleur joueur du monde, pour d'autres, juste une excellente, voire une des meilleures saisons, enfin la meilleure saison de sa carrière. Voilà, Hendrick, c'est jamais simple mentalement pour un joueur aussi de savoir que tu joues, tu dois crever l'écran en fait directement, c'est ta chance titulaire, etc., etc. Et lui, malgré tout, quand même, dans cette attaque double avec Vini, Vini a fait énormément d'appels qu'on croisé, des meilleurs appels que Hendrick et surtout qui croisait les courses d'Hendrick, qui ne l'a pas mis en valeur à certains moments, parce que Vini a été beaucoup plus entreprenant sur certaines phases de jeu de transition que le jeune Brésilien. Et puis il s'est fait maltraiter par la défense aussi. Je pense que ça a affecté un peu mentalement au début de la... Ouais, est-ce que son gabarit joue sans doute Il est parce qu'il y archi avait quand même solide, un. hein. Après, attention, Non, non, il est très non. solide. Hendrick est, comme on dit, tanké. Il est vraiment très solide. Il est musclé. On sent qu'il donne sur la pelouse. Mais ce déficit de taille peut-être a joué en sa défaveur, notamment dans le jeu aérien. Mais moi, ce que j'ai aimé dans le match d'Hendrick, tu l'as dit, il aurait dû être plus efficace devant les cages adverses. Il aurait sans doute dû marquer. Dans l'envie, quelquefois, c'était pas ça. Mais moi, j'ai aimé sa complémentarité avec Vinicius parce que j'ai vu des actions en première période où les deux réussissaient à combiner via des 1-2. Alors, on a vu ça deux, trois fois, pas plus. Mais moi, franchement, ça m'a frappé. Et je me suis dit, ah, il y a de l'idée, il y a quelque chose, tu vois. Donc, ce duo-là m'a beaucoup plu. Ça n'a pas payé ce soir devant les cages, mais je trouve que c'était à souligner. Euh, Je l'ai mis entre guillemets aussi dans les flops parce que je trouve que c'est le joueur qui a été le moins finalement brillant, malgré le fait qu'il ait 18 ans, que c'est que sa deuxième titularisation en Liga, parce que son manque de consistance pendant 1 heure me gêne. Parce que je trouve que ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver avec le profil de joueur que c'est. Cette boule d'énergie devrait en permanence me donner quelque chose, quitte à rater. Mais il y a des moments où il fait plus rien. Et ça m'a un peu dérangé durant le match. Mais c'est loin d'être un match cata ou autre. Je lui avais mis 5, mais dans la hiérarchisation des notes, je suis descendu à 4 pour voilà, montrer que c'était l'une des rares petites déceptions de la soirée. Un petit mot sur la défense, c'est le troisième clean sheet consécutif du Real Madrid en Liga. C'est quand même important de le noter. C'est pas arrivé souvent cette saison. On a vu, t'as beaucoup parlé des latéraux, je vais pas en rajouter une couche, qui se sont beaucoup projetés ce soir. La charnière, dans un premier temps, Asensio Alaba, puis Asensio Tchouaméni, je trouve, a été souveraine. Peut-être qu'elle a flanché à partir de la 75e, 80e minute. On a vu de grosses occasions de Retafe en toute fin de match avec deux grosses parades de Thibaut Courtois. Donc comment est-ce que tu juges cette défense? Moi, je l'ai trouvé solide, mais un petit peu friable allez, dans le dernier quart d'heure. Après, c'est Retafe, hein, c'est la pire équipe offensive d'Espagne, enfin en tout cas l'une des pires équipes offensives, pas de grosse adversité. Pour le coup, Bordalas a fait des bons changements parce que les rentrées des joueurs offensifs, Peter et Alvaro, oui, c'est ça, Alvaro, ouais. Alvaro. C'est la Alvaro, troisième pire attaque de la Liga. voilà, troisième pire attaque de la Liga. Les rentrées ont été plutôt bonnes et surtout, malgré toute la bonne volonté d'Eduardo Camavinga et le bon dynamisme, hein, qu'il a amené à l'entrejeu malgré tout en deuxième période, il a aussi déséquilibré l'équipe Hmm. défensivement. Carlo Ancelotti, avec ses changements de gestion aussi, il a fait rentrer des joueurs. Ils n'avaient pas envie d'être là. Sincèrement, Bellingham, Rodrigo, ils ont fait des rentrées insignifiantes. Ils n'avaient pas envie De de jouer. sénateur. Voilà, donc l'équipe s'est un peu disloquée et ça explique pourquoi est-ce que Retafe a été plus dangereux en fin de match. Asensio, il a été très naïf en début de rencontre. Les deux trois longs ballons de Retafe ont été tout de suite dangereux parce qu'Asensio, il est mal Oui, c'est vrai. positionné, où il se fait avoir sur le rebond, etc. Ensuite, il a pris le rythme, il a compris l'aspect physique, etc., etc. Et surtout, il a eu une excellente couverture qui lui a permis d'annihiler le jeu long de Retafe tout au long de la rencontre globalement. Alaba, il a joué un match correct, même si tu sens qu'il est pas à 100%. Même en 45 minutes, je suis désolé, moi je le vois, sur ses prises de balles, ses passes, il respire vraiment pas la confiance. Et la preuve, en plus, il se pète. Donc je sais pas si Comme c'est fait Rudiger, exprès, c'est hein, un d'une certaine entraînement. manière.
Voilà, donc ça m'a un peu dérangé. Et défensivement, ouais, Lucas Vasquez plutôt pas mal, Fran Garcia aussi, Tchouaméni quand il est revenu, je l'ai dit, deux, trois interventions bien senties. C'est un clean sheet contre l'une des pires équipes offensives d'Espagne, parce que Thibaut Courtois a aussi sauvé les meubles en fin de match. C'est pas du tout un match référence. Par contre, ce qui est intéressant malgré tout dans la continuité, c'est que si on prend la première mi-temps, plus les deux mi-temps contre l'Athletic Club, certes une équipe un peu remaniée, hein, un côté basque aussi dimanche dernier, mais en première mi-temps et le match contre l'Athletic Club, le 4-4-2 en losange te donne une vraie assise défensive retrouvée, plus de sérénité, parce que la première mi-temps est parfaitement contrôlée du Real. Contre l'Athletic Club, c'était un match certes ennuyant, une première mi-temps très morose techniquement, mais c'était contrôlé, on va pas se mentir non plus. Donc c'est bien à voir si comment tu fais samedi. Est-ce que tu remets Mbappé Vini? Est-ce que tu vas réussir à faire travailler Vini? Parce que voilà, j'en viens à ce que je voulais dire. Vini fait un bon match offensivement. Il marque pas, c'est embêtant, malgré tout, de pas être décisif dans ce genre de rencontre. Pas de passe décisive, pas de but. Il a fait quelques mauvais choix offensivement. Mais sinon, il remporte quasiment tous ses duels et réussit quasiment tous ses dribbles. On est obligé de le noter. Il y a un point qui me gêne, par contre, les retours défensifs. En fait, vous pouvez me dire ce que vous voulez par rapport à Mbappé ou de Vini, c'est la même acabit. Il y a des séquences où il ne fait aucun retour défensif, où il est en retard, où il fait de la... Comment on dit il se montre, mais il fait pas de retour. Il refait un petit sprint en arrière Ah, il pour fait de la figuration. voilà, il fait de la figuration. Et alors, le plus agaçant, et il l'a fait deux ou trois fois, encore une fois aujourd'hui, je l'ai déjà dit, il ne se replace jamais. Mbappé, c'est pareil. Je ne rentre pas dans les comparaisons. Et combien de fois le Real récupère la balle au milieu de terrain, Vinicius, il est 3 mètres hors jeu. Parce qu'il ne s'est pas replacé avant. Et une autre séquence, où là aussi, une autre fois où je le dis, et en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. Vinicius, il a collé la ligne à gauche sur deux, trois séquences où il y a débordement à droite. Et Hendrick, il est tout seul à se projeter dans la surface. Lucas Vasquez, en premier mi-temps, il a très bien utilisé son couloir. Il a à chaque fois eu des situations potentielles centre, etc., etc. Et Vinicius n'était quasiment jamais dans la surface de réparation. On reproche énormément à Kylian Mbappé de ne pas l'être. Ce qui est problématique en fait au Real, c'est qu'il n'y a pas que Kylian, c'est qu'il y a aussi Vini qui plus d'une fois, alors qu'il était en plus un peu plus axial aujourd'hui, a décidé de ne fait pas cet appel dans la surface non plus. C'est dommage parce qu'il aurait dû, il aurait dû être décisif ce soir s'il avait eu un peu plus peut-être aussi d'envie. Je l'ai dit, les joueurs n'avaient pas envie forcément de jouer. Vini, je suppose que c'était globalement de la même acabit. Mais c'est dommage parce que ça aurait pu être vraiment, encore une fois, un match plus abouti de la part du Brésilien, malgré ces petites remarques qu'on peut très bien faire à Mbappé, qu'on peut très bien faire à Rodrigo sur les dernières rencontres. Ça reste un bon match du Brésilien malgré tout. Ça reste effectivement un bon match et tout ce que tu dis découle d'une problématique qui est réelle au Real Madrid cette saison. Il n'y a qu'un seul véritable avant-centre et c'est Hendrick. Et encore, il a ses spécificités. Et on va pas les lister, c'est pas le lieu ici. Donc effectivement, la présence dans la surface, elle est minime, elle est extrêmement minime. Et tu parlais aussi des retours défensifs ou même des replacements de Vinicius. Je te signale, c'est exactement la même chose la saison dernière. Exactement la même chose. Moi, je me souviens même à l'Etihad, j'étais allé voir Manchester City Real Madrid, c'était exactement la même chose. Davide Ancelotti était obligé de gueuler, de crier sur Vinicius Junior pour qu'il daigne redescendre et ne pas être hors jeu la moitié du match. Mais bien Donc, sûr, mais ce qui était moins problématique l'année dernière et ce qui était moins problématique aussi aujourd'hui, parce qu'il y avait qu'un joueur qui faisait ça. Ce qui est problématique, c'est que quand Mbappé, c'est exactement la même chose. Et donc là, lorsque tu as deux joueurs qui, quasiment tout le temps, soit à la récupération du ballon, soit en phase défensive, sont hors de position et ne font pas les minimums requis, et bah ouais, ça devient problématique. La Vini, par exemple, moi, c'est quelque chose qui me saute aux yeux tactiquement depuis un moment. Je fais sûrement une fixette sur ça, mais c'est quelque chose qui m'exaspère autant, je le répète, sur Mbappé, parce que j'ai pas envie qu'on dise tombe sur Vini, mais c'est quelque chose qui m'exaspère sur Vini, surtout le côté ne jamais repiquer dans l'axe et rester sur le couloir gauche alors que l'action se déroule à droite, et donc ne pas hmm. occuper l'espace libre axial dans ce moment-là. Moi, c'est que ça m'horripile. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas une évolution là-dessus. Mais c'est pas problématique, vu que, entre guillemets, c'est le seul aujourd'hui à ne pas le faire, parce qu'il n'y a pas Kylian présent face à Retafe. Et que Hendrick aussi amène, malgré tout, un peu de présence dans la surface. Quand tu as Vini et Mbappé qui décident les deux, soit un de rester à gauche, de parvenir dans l'axe, et Mbappé qui décide de décrocher au lieu de se projeter dans la surface, c'est ce qui a créé plus d'une fois des scénarios qu'on ont agacé plus d'un chez les supporters du Real Madrid.
C'est du QI foot et de la volonté. Pour résumer, c'est vraiment ça. Et effectivement, si samedi, face au Barça, lors de la finale de la Coupe du Roi, Mbappé et Vinicius sont alignés et ne font pas les efforts pour se replacer, le 4-4-2, il va vite se transformer en bouillie. Donc effectivement, ça risque d'être compliqué, à moins que les deux fassent les efforts. Je voulais terminer ce débrief par, effectivement, il y a eu des blessures côté Real Madrid. David Alaba sorti à la mi-temps. A priori, ça n'aura pas trop d'incidence sur la finale de la Coupe du Roi, puisque la charnière devrait être Rudiger, Asensio. Par contre, Camavinga, c'est un petit peu plus dérangeant pour si jamais Carlo Ancelotti décide de reconduire le 4-4-2. Comment est-ce que tu vois ce match samedi compte tenu de ces deux blessures? Dévasté de la blessure d'Eduardo Camavinga, qui allait être Une de l'arrière. plus. Ouais, une de plus sur cette saison, mais surtout qui allait être l'arrière gauche. Et pour moi, ces deux latéraux, Valverde et Camavinga, auraient pu être un game changer, très clairement, contre ce FC Barcelone. Là, ça met une grosse épine dans le pied de Carlo Ancelotti. Celle de David Alaba, écoute, pour moi, il a quasiment pas fait partie de la saison, sincèrement. Donc, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, parce que c'est toujours embêtant, triste de voir un joueur fragile ne jamais bien se remettre de ses blessures. Mais voilà, on verra déjà David Alaba, on verra ça. On ne sait pas si c'est très sérieux ou Et non. a On a priori, parlé c'est une gêne à la jambe gauche, alors de que gêne. Eduardo Camavinga, c'est plutôt les adducteurs, donc c'est Ça m'a c'est plus l'air de gênant. grincer un peu plus. Autant vous Ouais. dire que pour un match dans 2 jours, sachant que le Real, en plus, c'est un jour de moins de repos que le FC Barcelone, ça aussi, c'est clownesque. Non, c'est problématique. C'est problématique, c'est très triste pour Eduardo Camavinga, qui pour moi allait jouer un rôle prépondérant dans cette fin de rush de Liga et c'est surtout cette finale de Coupe du Roi en tant qu'arrière gauche. Voilà, sûrement falloir faire avec Fran Garcia, ou alors est-ce que tu fais jouer Ferland Mendy, dont tu n'es pas sûr qu'il soit à 100%, sachant qu'il était de retour à l'entraînement collectif hier, mais qu'il n'était pas dans le groupe aujourd'hui. Ça pose un problème. Mais même ça change beaucoup, beaucoup de choses sur ce milieu en losange, parce que Fran Garcia peut pas gérer les 1 contre 1. Donc tu peux pas réitérer la même chose que contre l'Athletic Club, à laisser Eduardo Camavinga et Federico Valverde à certains moments gérer les transitions seuls 1 contre l'ailier. Là, tu pourras pas faire ça. Et même Ferland Mendy qui est pas à 100% contre Lamine Yamal, tu pourras pas faire ça. Donc franchement, ouais, 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 c'est un gros problème. C'est un gros problème. Ça change un peu, tu vois, ça me baisse ma jauge d'espoir, entre guillemets, Hmm. par rapport à Déjà cette qu'elle saison. n'était pas très élevée, mais si Carlo Ancelotti avait décidé de titulariser Ferland Mendy dans le couloir gauche, du coup, ça libère aussi une place dans notre jeu. Si Dodo Camavinga n'est pas là, est-ce qu'elle reviendra à Luka Modric? Est-ce qu'elle reviendra à un autre joueur? Réponse samedi en tous les Après, je cas. pense que dans tous les cas, il aurait mis Modric, Ceballos, Valverde et Tchouaméni, hein. Dans tous les cas, Modric. Euh, Non, dans tous les cas, il aurait mis Tchouaméni, Modric, Ceballos et il aurait refait la même équipe que contre l'Athletic Club. Peut-être qu'il aurait mis. Bah non, parce que Kama, il aurait joué arrière gauche. C'était sorti en plus dans la presse espagnole aujourd'hui c'est ou vrai. hier, mais il aurait joué. Enfin, c'est logique, entre guillemets, au vu des prestations. Et t'as envie peut-être d'opposer, contrairement à ces derniers classicos du jeu très vertical côté Real Madrid, d'opposer une vraie opposition au milieu de terrain barcelonais dans la gestion du contrôle, gestion du tempo. Donc c'était une bonne alternative, je pense. Et là, c'est dommage, ça tombe en grande partie à l'eau. Vous allez me dire, ouais, mais c'est que Kamavinga blessé. Ah, mais c'était très important pour ce match, je pense, tactiquement. Absolument. Et évidemment, on vous racontera tout ce qui se passera autour de ce match très prochainement sur la chaîne YouTube. Finale samedi soir. Les amis, merci beaucoup Victor. Merci Merci à toi. à tous d'avoir suivi ce débrief. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, notamment, c'est ce qu'on retiendra, le match d'Arda Güler. Est-ce son meilleur match sous le maillot du Real Madrid? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous, on va se retrouver très très prochainement sur la chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde, bonne nuit. Ciao.